Lorsque la tragédie a eu lieu à Khojaly, je travaillais à la maison d'édition d'Azerbaïdjan. C'était l'une des plus grandes maisons d'édition de l'Union soviétique. Je dirigeais alors le centre informatique et analytique. Je me souviens bien du choc qui a ébranlé tout le pays. Naturellement, il a été décidé de publier immédiatement un petit livre, et nous l'avons fait en exactement 2 à 3 jours. Il s'appelait Khojaly, dernier jour. Lorsque nous avons commencé à écrire le texte et à collecter des photos, il est soudainement devenu clair qu'il n'y avait pas de photos des victimes. Tout le monde connaît les célèbres images prises sur le vif de Cengiz Mustafayev, héros de la République d'Azerbaïdjan, qui est entré de force dans un hélicoptère et a tourné ses images uniques. Mais là-bas, il n'y avait pas de photojournaliste. Alors nous avons décidé de prendre une cassette VHS de Cengiz Mustafayev et nous avons invité un correspondant d'Azertaj qui a pris des photos depuis l'écran de télévision. Donc les photos d'Azertaj des victimes de Khojaly ont en fait été prises par Cengiz Mustafayev. Notre film apporte la preuve que si les troupes soviétiques stationnées à Bakou et à Erevan étaient encore subordonnées au centre allié, Moscou, le 366e régiment d'infanterie motorisée de la 23e division, stationné à Khankendi, alors appelé Stepanakert, en fait encore sous l'Union soviétique, est passé entre les mains des séparatistes et terroristes arméniens. Il n'y avait pas de discipline militaire dans les régiments. Les soldats étaient affamés, ivres, malades et ont été forcés de vendre des cartouches. Et les armes du régiment ont été utilisées pour assaillir les colonies azerbaïdjanaises, pour tuer et expulser les populations pacifiques azerbaïdjanaises de leurs maisons. L'épisode le plus sanglant a été le génocide de Khojaly, lorsque dans la nuit du 25 au 26 février 1992, lors de l'assaut contre la ville, des centaines de civils ont été blessés, tués, puis même portés disparus. Dans le même temps, les soldats du 366e régiment, qui ne voulaient pas y participer, ont tenté à plusieurs reprises de s'échapper, mais tous n'ont pas réussi. Certains sont morts de froid dans les montagnes, d'autres ont été tués par des militants arméniens. Il suffit de lire l'article de l'officier Viktor Shevchenko, intitulé « Export 366 », publié le 26 mars 1992 dans le journal Soldats soviétiques, l'organe de presse de la 23e division comprenant le 366e régiment. Et puis une enveloppe anonyme est arrivée, à l'attention de Bagadour Gaïbov, directeur de la maison d'édition Azerbaïdjan. Celle-ci contenait, à ce que l'on dit, le dernier article du journal Soldats soviétiques, alors que tous les exemplaires avaient été éliminés par le célèbre Oganian. Dans cet article, l'officier russe Shevchenko, dont l'honneur d'officier avait apparemment été blessé, décrivait tout ce qui s'était passé au sein de ce régiment, comme il avait été littéralement acheté, comme la femme de l'officier avait déclenché un véritable scandale en raison de la perte d'une liasse de dollars. C'était l'histoire de l'Union soviétique et d'une liasse de dollars dans le lointain Karabakh. Bien sûr, c'était un phénomène unique. Ensuite, à Bakou, comme dans bien d'autres villes d'Union soviétique, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé de liasse de dollars. Ainsi, il avait raconté les faits, en détail et honnêtement. C'est à cause de cet article que le lieutenant-général Oganian, commandant adjoint du district militaire de Transcaucasie, a ordonné d'éliminer tous les exemplaires du 26 mars. Et voilà qu'une copie réémergeait. Immédiatement après la tragédie de Khojaly, cette copie avait été envoyée au directeur de la maison d'édition Azerbaïdjan, Bagadour Gaïbov, qui décida de la publier sur le champ dans l'édition du journal Seher. Comme l'a souligné Gaïbov, l'article de Shevchenko relevait l'authentique manière dont les troupes de la CEI ont observé la neutralité. L'horreur, la haine et le dégoût ressentis par l'officier russe, venu avec les autres pour retirer le 366e régiment de Khankendi, sont compréhensibles. Mais réfléchissons-y. Ce dégoût et cette horreur sont d'autant plus terribles qu'ils s'adressent à ses anciens compagnons d'armes. Anciens, car quelle personne honnête appelait un camarade un tueur à gages, un alcoolique, un criminel, un manipulateur de troc. Et tout ce groupe était présent dans le 366e régiment. La conscience n'a pas permis à Viktor Shevchenko de garder le silence sur ce qu'il a vu lors du retrait du 366e régiment. Ainsi, dans son article « Export 366 », Shevchenko écrivait que, selon de nombreux témoignages, y compris des conscrits, presque tout l'équipement militaire, et souvent le personnel du 366e régiment, était loué à des militants arméniens. C'est le général Oganian qui avait commandé le retrait du régiment du NKO, et il avait tout fait pour laisser la plupart des armes et des véhicules blindés à ses compatriotes triomphants. Sous la tente des entrepôts agricoles, le vaillant 366e régiment de fusiliers motorisés s'est régalé sauvagement. Des soldats et des officiers ivres, flânant autour des feux, chantaient des chansons. La femme de l'officier ivre était en larmes à cause de la liasse de dollars manquante. Ils l'ont calmé. Des soldats ont été alignés pour une perquisition. Ils ont été exhortés de rendre ses biens à l'infortuné. Rappelons que l'histoire se passe en 1992 à Khankendi, alors Stepanakert, et que la liasse de dollars représente ici une somme conséquente, une fortune.
D'où l'épouse de l'officier l'avait-elle obtenue, malgré le fait que même l'allocation monétaire du personnel militaire était alors versée de manière irrégulière. Les Arméniens raccompagnaient le 3e bataillon de ce régiment avec des batteries de bouteilles de cognac, des collations abondantes, des flatteries fraternelles. Pour les souffrants, on adressait des tables directement sur le capot des voitures. On leur a donné de la viande pour le barbecue, des provisions pour la nuit. Pour quelle raison ? Peut-être que la réponse à cela était cachée dans les sacs à dos des soldats bourrés d'argent, emportés par des carabiniers motorisés vers le continent, ou dans les bourses volumineuses des épouses d'officiers regorgeant de liasses de devises. Et les commandos ne savaient pas du tout que tout un bataillon de fusiliers motorisés était capable de ne pas remarquer la disparition de leurs propres armes, d'un tout nouvel équipement ou de munitions. Pendant 5 heures d'affilée, la force de débarquement attendait sur la ligne de défense un groupe de généraux dirigés par Oganian, qui avait un besoin urgent de rendre compte de certains problèmes à la direction de Stepanakert. Pendant ce temps, le commandement du 366e, le lieutenant-colonel Yuri Zarvigorov, a réussi à aller voir le 2e bataillon. Au retour des généraux, pas un seul véhicule de combat, pas un seul canon de fusil n'a été laissé à la disposition du bataillon. Non seulement un bataillon, mais aussi des centaines de commandos sont prêts à témoigner devant tout le monde la reddition honteuse du 366e régiment de toutes ses armes et équipements aux mains des militants. Cet événement était présenté comme une sortie organisée, assurée par des commandos. En fait, ce n'était pas une sortie. C'était un commerce de la communauté militaire qui avait complètement perdu les notions de discipline et d'honneur militaire. Sur les 150 unités de véhicules blindés du régiment, moins d'un tiers a été évacué par voie aérienne. 8 chars ultramodernes, une centaine de véhicules de combat, des canons antiaériens autoportés, des mortiers, des munitions, les 3/4 des armes légères sont restées grâce aux efforts du régiment avec des gens dépourvus d'humanisme. De plus, le journaliste Shevchenko écrit qu'il ne peut pas décrire la procédure de saisie des armes d'un régiment à moitié ivre, le comportement des commandants de fusils motorisés, les soupçons terribles ainsi que les découvertes les confirmant. En dehors de cette histoire, il y a un grand nombre de faits flagrants que le journaliste n'a pas le droit d'annoncer. Ils disent que les autorités compétentes y travaillent, une enquête a été diligentée. Hélas, il n'y a pas eu d'enquête à proprement parler. Le régiment a été dissous, le scandale a été étouffé. Et les armes du misérable régiment continuaient à tirer et à tuer. Tuer la paisible population azerbaïdjanaise, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Des véhicules blindés du 366e régiment ont opéré contre des civils, des personnes totalement désarmées. Cela montre clairement comment les Arméniens ont gagné la première guerre du Karabakh. Selon les rapports, le 366e régiment, qui faisait partie de la 23e division de la 4e armée, a été transféré en 1985 de Ganja à Stepanakert. D'ailleurs, ce régiment a déménagé presque immédiatement à Stepanakert dès que Mikhaïl Gorbatchev, élevé au pain Stavropol arménien, est devenu secrétaire général. Cela peut difficilement être considéré comme une coïncidence. Le régiment aurait dû compter 1800 hommes. Cependant, en fait, en février 1992, il en restait environ 630. 129 d'entre eux étaient des officiers des enseignes, dont 49 étaient des Arméniens ethniques. Savoir s'ils étaient considérés comme suffisamment prêts au combat, selon les normes militaires classiques, est une grande question. Mais dans les conditions de l'époque, c'était un énorme avantage. En février 1992, lorsque le génocide de Khojaly a eu lieu, la structure du pouvoir national d'Azerbaïdjan commençait à peine à se dessiner. Les militants arméniens s'opposaient à l'autodéfense essentiellement territoriale. En fait, à cette époque, seuls Khojaly et Choucha restaient sous le contrôle de l'Azerbaïdjan et les habitants d'une 50aine de communautés avaient déjà été expulsés de leur maison. C'est-à-dire qu'à cette époque, la situation était la suivante. Les troupes soviétiques stationnées en Azerbaïdjan et en Arménie étaient subordonnées à Moscou, et au Karabakh, l'épicentre même du conflit, les troupes soviétiques étaient déjà sous le contrôle des Arméniens. L'apparition d'un seul bataillon avec des armements a bien sûr radicalement changé la situation en faveur des Arméniens. De plus, en 1990-1991, à l'époque soviétique, le 366e régiment faisait déjà des ravages, assaillant de paisibles villages azerbaïdjanais. Khojaly fut l'épisode le plus cruel et le plus sanglant, mais pas le seul. C'est à l'aide d'armes, de véhicules blindés et souvent d'hommes du 366e régiment que les formations armées arméniennes ont pu s'emparer non seulement de Khojaly, mais aussi de Metcheli, de Malibeyli, de Karkidjahan et de Karadarlé. Et à chaque fois, une conquête était accompagnée d'un massacre de la population civile. Il existe de nombreuses preuves de la participation, ou plutôt de la complicité du 366e régiment dans le génocide de Khojaly. Le rapport de l'organisation mémoriale indiquait « Selon une large majorité des réfugiés de Khojaly, des militaires du 366e régiment ont pris part à l'assaut contre la ville et certains d'entre eux sont entrés dans la ville. » Le 11 mars 1992,
Krasnaya Zvezda, dans un article intitulé Karabakh, une guerre à une fin victorieuse, dressait timidement. Malgré les ordres catégoriques du commandement de district, certains militaires du 366e régiment participaient néanmoins du côté des Karabakis, des Arméniens, au combat près de Khojaly en février. Au moins 2 cas de ce type ont été enregistrés. Et lors de l'évacuation du personnel du régiment, les commandements ont fouillé, par hasard, plusieurs militaires et ont trouvé de grosses sommes d'argent, y compris en devises étrangères. Il y a une autre preuve. 2 sergents, un russe et un kazakh, lors de l'émission en direct écran du jour sur la télévision azerbaïdjanaise ASTV, ont déclaré qu'ils avaient déserté le 366e régiment parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce qui s'y passait. Ivresse des soldats, vol du matériel militaire la nuit, tirs directs sur des villages azerbaïdjanais. Cela confirme une fois de plus le témoignage de Shevchenko, et cela montre qu'il y avait des gens honnêtes, incapables de participer à de telles abominations. En fait, Shevchenko n'était pas seul à être honnête. Je me souviens, quelques mois avant Khojaly, il y avait le principal programme d'information à la télévision écran du jour. Imaginez, en pleine émission, le présentateur s'interrompt avec ces mots. « Je pense que nous avons des visiteurs. » La caméra se retourne et des soldats, 2 ou 3 sergents, rentrent dans le studio. Je me souviens qu'il y avait parmi eux un russe et un kazakh. À l'antenne, ils ont raconté qu'ils avaient déserté le 366e régiment parce qu'ils ne pouvaient pas supporter sa déchéance. Que les Arméniens faisaient boire les officiers et qu'il y avait environ 30 à 40% d'Arméniens dans le corps des officiers. Et puis, peut-être même la moitié. Seyran Oganian était parmi eux. Il était alors major, il est ensuite devenu général en Arménie. Et donc ils ont emporté du matériel militaire, ces mêmes sergents et soldats étaient des tankistes. Ils ont été sortis de leurs unités militaires et forcés d'attaquer des villages azerbaïdjanais pacifiques par des tirs directs. Une fois de plus, c'était l'Union soviétique. C'est-à-dire que ni l'Arménie, ni même l'Azerbaïdjan n'avaient sa propre armée. D'ailleurs, cette unité militaire avait été créée en 1985, à l'avènement de Gorbatchev. Encore faut-il savoir si c'est Gorbatchev qui en a donné l'ordre. Car avant que Gorbatchev n'arrive au pouvoir, il a immédiatement tenté de forcer le Politburo à reconnaître une résolution sur le 70e anniversaire du génocide des Arméniens. Ce n'est pas un hasard si c'est en 1985 que ce régiment s'était installé au Karabakh, dans la ville de Khankendi, alors appelée Stepanakert. Et les soldats, voyant cette ignominie, la refusèrent et s'enfuirent. Et ces histoires de soldats coïncidaient complètement avec celles de Shevchenko. Il s'agit en fait de gens honnêtes et décents qui, bien sûr, ont refusé de se livrer à une telle barbarie. Mais il y avait ceux qui ont accepté ces dollars, et je pense que le principal coupable est Zarviogorov, le commandant du régiment, qui a tout simplement aggravé la situation. Apparemment, il possédait lui aussi des liasses de dollars. L'histoire de 4 autres fugitifs forcés du misérable 366e régiment, les soldats Pavel Zouyev, Yuri Yakhnovitch, Alexei Bondarev et Pavel Antipine, est racontée pour la journaliste russe Vadim Belik. Et encore une fois, les paroles de ces militaires prouvent les faits. Le régiment est effectivement passé aux mains des Arméniens à l'époque soviétique. Alors que les militaires de Bakou et de Erevan étaient encore subordonnés à Moscou, au Karabakh, il y avait une réalité complètement différente, dans laquelle les terroristes jouaient le rôle principal. L'histoire de Zouyev, Yakhnovitch, Bondarev et Antipine fait complètement écho à ce que les militaires ont raconté à l'antenne de l'émission Écran du jour. Nous avons intégré ce régiment après une formation à Samara. En fait, là-bas, nous étions tous préparés pour le service en Allemagne, mais ceux qui avaient une pathologie étaient envoyés en Transcaucasie. Préalablement, nous étions obligés de signer un document selon lequel nous n'avions aucune objection. Et puis ça a commencé. L'uniforme a été supprimé, au lieu de ça, ils nous ont donné des guenilles. Pas de pain, pas de sel, pas de lettres de la maison. Nous dormions sur des matelas dégarnis. Nous nous sommes baignés 2 fois par an. Tout le régiment, du dernier soldat au commandant supérieur, était couvert de poux. De leurs morsures, des abcès, des jambes pourries. Les civils se promenaient librement autour du régiment, offrant du moonshine, alcool de contrebande local, de la vodka. D'où les soldats tiraient-ils leur argent? Eh bien, les gars négociaient avec des sentinelles, ils volaient le zinc des cartouches, les vendaient, et avec cet argent, ils achetaient de l'alcool. Alors, dans le régiment, tout le monde se promenait ivre, soldats et officiers. Les combats étaient constants. Si vous arriviez au poste de garde, c'était généralement catastrophique. Il était impossible de comprendre les relations avec les locaux. Quand nous avons tiré sur la ville de Choucha avec des chars, tout allait bien. Ensuite, les Arméniens sont venus au poste de contrôle et ont tiré dans l'œil d'un soldat kazakh, et un autre a été blessé. Un jour, le commandement du 1er bataillon a conspiré avec le commandement de la division d'artillerie. Dès qu'ils entameraient le combat, ils se débarrasseraient de l'équipement et quitteraient le Karabakh à leurs risques et périls.
Le commandement du régiment l'a découvert, les a démis de leurs fonctions. Des soldats qui ne voulaient pas participer à cette bacchanale et qui ne voulaient pas tuer la population civile azerbaïdjanaise ont tenté de déserter le régiment. Mais ça n'a pas marché pour tout le monde. Selon les aveux de Zouyev, Yarknovitch, Bondarev et Antipine, 3 à 5 soldats fuyaient par jour. De mémoire, 2 sont partis. Et quelques jours plus tard, un message est arrivé. Entre Khojaly et Askeran, il y a un cadavre. Emportez-le. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'Alexandre Gorokov, de la division d'artillerie. Son camarade n'a jamais été retrouvé. 11 hommes se sont enfuis à la fois. Ils ont marché le long de la route avec un drapeau blanc. On a ouvert le feu sur eux dans le régiment de Mardakert. Seuls 6 d'entre eux sont arrivés vivants à Ardam. Les Arméniens ont attrapé les autres fugitifs et les ont renvoyés au régiment, contre 800 litres de carburant diesel. On nous a aussi tiré dessus. Nous en avons immédiatement miraculeusement réchappé. Depuis le mois d'octobre, pendant la nuit, ils ont commencé à quitter le régiment pour faire des rondes de garde. Mais seulement des officiers et des anciens de confiance, principalement des chauffeurs et parfois des artilleurs. À bord de véhicules de combat d'infanterie, de chars, ils emportaient des fusils avec eux. Le matin, ils revenaient ivres et toutes les munitions avaient été utilisées. Les soldats ont dit qu'ils avaient d'abord bu avec les militants, puis, sur leurs ordres, ils s'étaient rendus dans des villages azerbaïdjanais et avaient tiré. Il existe encore de nombreuses preuves que l'équipement militaire du 366e régiment a joué un rôle capital dans l'assaut de Khojaly. Appuie-feu au détachement arménien en progression. Malheureusement, le 366e régiment était loin d'être le seul source d'armes pour les militants arméniens. Comme les experts russes l'ont admis plus tard, une quantité importante d'armes a été emportée en Arménie depuis l'étranger en 1988-1989, après le tremblement de terre catastrophique en Arménie. Des cargaisons d'avions d'aide humanitaire n'ayant pas été inspectées par les douanes. Celles-ci furent immédiatement mises à profit. Enfin, un crime de terroriste arménien donne de plus matière à réflexion. Le 8 avril 1991, à Rostov, un groupe de militants arméniens a tiré sur le colonel Vladimir Blakhotine, chef adjoint du département des troupes internes du ministère de l'Intérieur du Caucase du Nord et de la Transcaucasie. Selon la version officielle, les terroristes voulaient tuer l'ancien commandant de Stepanakert, le général de division Safonov, et Blakhotine a été abattu par erreur. Cependant, un certain nombre d'éléments jettent un doute sur cette version. Safonov et Blakhotine habitaient vraiment dans le même bâtiment, mais dans des cages d'escalier différentes. Et les terroristes ont suivi pendant plusieurs jours celle du domicile de Blakhotine et non de Safonov. Et ils ont chronométré ses actions. Un détail de plus. Ils ont tiré sur le colonel presque à bout portant. Il est impossible de se tromper dans une telle situation. Surtout confondre l'UAS de Safonov avec la Volga de Blakhotine. Et le plus intrigant, alors qu'il occupe poste de chef adjoint du département des troupes internes du ministère de l'Intérieur pour le Caucase du Nord et de la Transcaucasie, Blakhotine était précisément responsable du retrait des biens militaires du Karabakh. Les troupes internes contrôlaient les routes, et plus encore, elles étaient bien au courant de ce qui se passait sur le terrain. Blakhotine était, à tous les égards, un témoin gênant. Si aujourd'hui l'Arménie veut absolument faire volte-face et s'orienter vers la paix dans la région, elle doit condamner ces criminels de guerre pendant la première guerre du Karabakh. Il sera alors possible de croire que l'Arménie veut vraiment rompre avec son épineux passé. Pendant ce temps, ces personnes, dont Serian Oganian, qui de 1988 à 1992 a occupé des postes de commandement dans le 366e régiment, ou Robert Kotcharian non seulement, ne sont pas derrière les barreaux, mais restent toujours impliqués dans la politique. Sans parler de Serge Sarkissian, qui a été président de l'Arménie pendant 10 ans et qui a fait l'aveu de ses actes à Khojaly. Lors d'une interview en décembre 2000 avec le journaliste britannique Tom DeWall, Sarkissian a déclaré « Avant Khojaly, les Azerbaïdjanais pensaient plaisanter avec nous. Ils pensaient que les Arméniens ne pourraient pas attaquer la population civile. Nous devions briser ce stéréotype. Et c'est ce que nous avons fait. » Et ces gens continuent de parler de l'autodétermination des Arméniens et osent rappeler le soi-disant référendum sur l'indépendance du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan qui aurait eu lieu le 10 décembre 1991. Mais à ce moment-là, les habitants de plusieurs cinquantaines de villages azerbaïdjanais du Karabakh avaient été expulsés de force de leurs maisons et il ne restait des Azerbaïdjanais qu'à Khojaly et à Choucha. Et dans ce contexte, des terroristes analphabètes continuent de prétendre que c'est à ce moment qu'ils auraient organisé un référendum, ce qui, bien sûr, semble absurde. Et je voudrais également noter qu'il y a, très probablement, dans notre parc des trophées, plusieurs unités de véhicules blindés du 366e régiment. Ils ont été amenés pour s'aplatir devant notre population civile sur laquelle ils avaient tiré au Karabakh. De plus, je pense que les anciens habitants du Karabakh, sur lesquels ils ont tiré,
viennent également dans ce parc. Ces véhicules blindés, pour ainsi dire, se repentent. Ils se repentiront pour toujours, et ils rouilleront en raison des crimes qu'ils ont commis. Le 26 février 2022, l'Azerbaïdjan commémore le 30e anniversaire du génocide de Khojaly. Les parlements de 16 pays du monde et les législateurs de 24 États américains ont officiellement reconnu la destruction de Khojaly comme un acte de génocide contre le peuple azerbaïdjanais. La tragédie de cette ville est comparable à celle de Katyn, Lidis ou Oradour. À Khojaly, 613 civils ont été tués, dont 63 enfants, 106 femmes, 70 personnes âgées, 8 familles ont été complètement exterminées et une seule personne a survécu parmi 27 familles. Un correspondant indépendant de notre chaîne en Russie a réussi à joindre l'ancien commandement du 366e régiment, le colonel Yuri Zarvigorov. Cependant, il n'a pas été possible d'obtenir un commentaire congru de sa part. Oui, nous avons sorti des wagons d'argent, et jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons les cacher nulle part. On ne mangeait pas de chiens là-bas, rien n'était écrit. Tous ceux qui m'appellent sont des idiots. Zarvigorov a qualifié d'idiots tous ceux qui l'appellent pour obtenir un commentaire sur les événements liés au 366e régiment, et donc, en fait, toutes les personnes dont les témoignages sont présents dans ce film, y compris celui de Viktor Shevchenko dans le journal Soldat soviétique, celui de Vadim Belik dans le journal Izvestia et le journal Krasnaya Zvezda. De plus, Soldat soviétique était précisément le bulletin interne, c'est-à-dire l'organe d'impression de la 23e division qui comprenait le 366e régiment d'infanterie motorisée. Il s'avère que Zarvigorov traite d'idiots ses commandements, ses supérieurs hiérarchiques. Mais qui dans cette situation a le plus confiance, cette personne ou toutes les publications répertoriées qui accusent réellement Zarvigorov? En même temps, la principale question pour le colonel est de savoir comment il pouvait permettre cela, en particulier la vente et l'exportation d'équipements qui ont ensuite été utilisés par des militants arméniens contre la population civile azerbaïdjanaise. Le commandant Zarvigorov ne pouvait pas ignorer cela. Et s'il ne savait vraiment pas, alors il semble déjà bien évident que le terme d'idiot convient le mieux. Mais plus précisément, Zarvigorov aurait certainement dû être menacé d'un tribunal, pour lequel il a certainement été aidé à éviter. Lors d'une conversation téléphonique, Zarvigorov a obscénément attiré l'attention sur le fait même du retrait du régiment. Je vous le dis, une opération planifiée a été menée pour retirer les troupes de Stepanakert dans la direction de 2 commandements adjoints. Pendant la période d'instabilité politique de notre pays, je suis un homme contraint quand il n'y a pas d'ordre d'attaque. Là, commandements adjoints ont dirigé le retrait. Mais si le bulletin interne a publié l'article de Shevchenko, alors ils ont parfaitement compris pourquoi ce régiment était retiré presque immédiatement après le génocide de Khojaly. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un retrait planifié, mais d'un repli urgent, comme le dit Shevchenko dans le journal Soldat soviétique. Pour être encore plus précis, il s'agissait d'un camouflage hâtif de traces d'un crime contre l'humanité, d'une tentative de sauver la face de la division, la face des militaires de la CEI, hier encore soviétique. Le 366e régiment a participé à l'extermination de la population civile. Tous les protagonistes de ces événements devraient être derrière les barreaux. Dans ce contexte, le comble du cynisme de Zarvigorov est qu'il est effrontément surpris par la question du correspondant sur les commandos. Quels commandos? Que faisaient-ils les commandos là-bas? Qui mieux que Zarvigorov pourrait savoir qu'au début du mois de mars 92, des commandos furent appelés pour aider, comme il le dit, au retrait prévu du régiment, car à cette époque le régiment était en fait aux mains des terroristes arméniens. Les Arméniens empêchaient l'exportation d'équipements qu'ils considéraient déjà comme les leurs. C'est ce moment que Viktor Shevchenko décrit dans son article. Attention aux dates. C'est juste quelques jours après le massacre de civils de Khojaly. Mais même les commandements ne pouvaient pas faire grand-chose. C'est pourquoi, à cette époque, sur les centrales russes, il a été montré comment les chars du 366e régiment avaient été détruits par des commandos eux-mêmes afin que les équipements ne tombent pas entre les mains de terroristes. Mais ce n'était que quelques explosions démonstratives pour ainsi dire. Juste pour sauver la face de l'ancienne armée soviétique, la plupart des équipements sont restés entre les mains des Arméniens. L'assaut a commencé dans la nuit du 25 au 26 février. Des véhicules blindés du 366e régiment de l'armée soviétique ont fourni un soutien au combat aux Arméniens. Ils ont cerné Khojaly de 3 côtés, après quoi les soldats arméniens sont entrés dans la ville et ont écrasé la résistance des défenseurs. Après le rôle honteux que le 366e régiment a joué dans la prise de Khojaly, un ordre a été reçu de Moscou pour les retirer du Karabakh. Le commandant du 2e bataillon, presque tous les officiers ainsi que tous les enseignes du bataillon étaient des Arméniens. Cette nuit-là, ils ont rassemblé tous les soldats arméniens du régiment, ainsi que la plupart des volontaires d'autres nationalités,
et en accord préalable avec les dirigeants de l'armée de libération nationale de l'Artsakh, un assaut conjoint sur Khojaly a commencé. Yuri Gritcherko a servi au début de 1992 dans le 97e bataillon du génie civil stationné à Ardam. De temps en temps, les corps de leurs victimes échangés contre des otages vivants sont amenés à Ardam. Vous ne verriez même pas ça dans un cauchemar. Yeux arrachés, oreilles coupées, scalp, tête coupée. Aucune limite à l'intimidation. Je regarde par le hublot et j'ai un sursaut arrière devant l'effroyable scène. Sur l'herbe jaune des collines, où les morceaux de neige gris, les restes des congères hivernales, fondent encore à l'ombre et il y a des morts. Toute cette vaste zone, jusqu'à l'horizon proche, est jonchée de cadavres de femmes, de vieillards, de vieilles femmes, de garçons et de filles de tout âge, des nourrissons aux adolescents. Le journaliste de la télévision russe, Yuri Romanov, avec le journaliste azerbaïdjanais Chingiz Mustavayev, ont été les premiers à visiter le site de la tragédie.